la réforme, les opposants ont la possibilité de prouver leurs, droits antérieurs en invoquant des preuves en ligne, et de ne présenter aucun, support physique pour prouver l'existence, la validité et le champ d'application de leurs droits antérieurs. Donc généralement, on a enfin dans notre, formulaire d'opposition, on a inclus une petite mention du fait qu'on peut aller consulter la marque sur Trademark View. Donc, la plupart des opposants utilisent cette possibilité, mais il appartient quand même à l'opposant de vérifier que les informations qui y sont contenues sont les plus précises et les plus récentes. Donc ça peut parfois donner lieu à des problèmes. Donc, quand par exemple, donc là, c'est ce qu'on voit, si on rentre dans Trademark View pour regarder une marque, ça peut poser des problèmes, cette possibilité, lorsque on a une marque antérieure qui n'est dans la langue de la procédure. Donc là, par exemple, on aura un problème au niveau de la traduction des produits et services s'ils ne sont pas inclus dans les observations, de l'opposante et pas traduits dans ses observations ni dans la notice d'opposition. On ne pourra pas prendre en compte ce droit antérieur puisque les droits, si la procédure est en anglais, par exemple, parce que là, les produits et services, ils sont mentionnés en allemand et ils sont pas traduits. Donc on ne pourra pas, considérer que ce droit antérieur a été, prouvé correctement. Ensuite, je vous l'ai dit un petit peu avant, au début de la présentation, on a instauré une obligation d'usage des marques, qu'on enregistre, donc la marque de l'Union européenne et c'est également le cas des marques, nationales, des États membres. Donc au bout de 5 ans d'enregistrement, il va falloir, utiliser sa marque ou au moins commencer puisque sinon à partir de là, soit les tiers peuvent obtenir leur déchéance, soit on peut utiliser ça comme défense au cours d'une opposition et donc, selon la jurisprudence, qu'est-ce que c'est, un usage sérieux? On requiert donc un usage sérieux, on le qualifie comme ça. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on requiert pour qu'il soit considéré comme sérieux cet usage? Eh bien, que la marque soit, utilisée conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l'identité d'origine des produits ou des services, pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services et on exclut, l'usage, de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. On a également précisé que, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige, un usage sur le territoire pertinent logiquement et une utilisation publique et vers l'extérieur. Parce que si on utilise sa marque qu'en interne, par exemple, dans sa propre entreprise et que, le consommateur n'a aucune idée de l'existence de cette marque, on ne considérera pas que c'est un usage sérieux. Quand on est confronté à une preuve d'usage, on va s'intéresser à 3 critères, donc c'est à 4 critères, pardon. C'est 4 critères différents que l'opposant doit prouver. Heu, donc il doit prouver le lieu d'usage, donc le lieu d'usage doit correspondre au territoire de protection, de la marque. La période de l'usage qui doit avoir lieu avant, heu, le dépôt de la marque contestée. L'étendue de l'usage, qui doit être suffisant même si on n'a pas de règles minimum, de critères minimum, au niveau de l'étendue de l'usage, de son importance, mais il faut quand même, comme on l'a dit, que ce ne soit pas un usage symbolique. Donc il faut quand même une certaine, portée, géographique, et quantitative. Et enfin, on s'intéressera à la nature de l'usage, donc on va se demander est-ce que, ce signe qu'on voit dans les preuves, il est, utilisé en tant que marque? Ensuite, est-ce que ce signe il correspond à la marque telle qu'enregistrée ou c'est une variation? Si c'est une variation, est-ce qu'on considère que le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée a été altéré ou pas? Donc il y a
différents critères qui s'appliqueront, pour, juger de ça. Mais, en tout cas, c'est une question qu'on va devoir se poser si le signe qu'on voit sur les preuves est un petit peu différent de celui qui est la base le fondement de l'opposition. Et enfin, on va voir si l'usage est prouvé pour tous les produits et services ou pour une partie seulement de ces produits et services. Et ça a une importance, capitale ça parce que en fait, à partir du moment, heu, on aura reconnu l'usage que pour une partie des produits et services, sur lesquels, l'opposition est fondée, l'opposition ne sera réputée fondée que sur ces produits et services. Donc vraiment, on limite le litige, aux produits et services, pour lesquels, la marque antérieure a été utilisée, sur le marché. On c'est ça limite vraiment, le champ parfois, ça limite vraiment le champ d'application, de la marque antérieure. Les exigences que je viens de vous présenter c'est-à-dire les exigences de lieu, période, étendue, nature de l'usage, ce sont des exigences cumulatives. Donc en tant qu'examinateur, si, tout de suite en consultant le dossier, on voit qu'il y a une, des, conditions qui n'est pas remplie, un des critères, qui n'est pas rempli, on peut, rejeter directement l'opposition s'il n'y a qu'un droit antérieur. On peut rejeter directement l'opposition sur cette base en disant, par exemple, la le lieu de l'usage ne correspond pas au territoire de protection de la marque antérieure, donc l'usage n'a pas été de la marque antérieure n'a pas été prouvé, donc l'opposition est rejetée. Cependant, un petit bémol, on n'apprécie pas, les facteurs pertinents complètement séparément puisqu'il y a une certaine interdépendance des facteurs. Par exemple, donc un faible volume de produit peut être compensé par, une intensité forte d'usage ou une grande constance dans l'usage dans le temps. Par exemple, une marque est utilisée depuis, on nous prouve qu'une marque est utilisée depuis, 50 ans, même si on ne nous montre pas un volume d'affaires extrêmement élevé, on va pouvoir considérer que l'usage est sérieux. Du moment qu'on nous montre qu'il perdure aussi au moment du dépôt contesté, ça nous ira. Et inversement, donc par exemple, si, on a une marque, qui est utilisée sur absolument tout le territoire, peut-être, on aura aussi, peut-être, on sera plus souple au niveau de l'importance de l'usage, du volume d'affaires qu'on nous montre. Même s'il n'est pas élevé, on pourra quand même reconnaître un usage sérieux. On a également, je vous l'ai dit, donc la preuve caractère distinctif accru ou de la réputation ou de la notoriété de la marque antérieure ou des marques antérieures, qui peut être dans un dossier d'opposition. Donc pour ce genre de preuve, c'est totalement différent, enfin, c'est différent. On va s'intéresser à la part de marché, si on peut en trouver une dans les documents, c'est très bien. On va voir si on a des chiffres, s'agissant du montant investi dans la promotion de la marque antérieure. On va également, regarder, si on a des données quant à la portée géographique ou à l'intensité et la durée de l'usage. Étant donné qu'une intensité forte et une très longue durée d'usage, ce sont des indices, des indices que la marque antérieure a pu acquérir un caractère distinctif accru ou peut être réputé ou notoire. Surtout, c'est vraiment le cœur de la preuve. Si on en a, ça c'est super, la proportion du public pertinent qui, du fait de la marque, identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise donnée. Donc ça, c'est les facteurs que nous, on prend en compte pour, évaluer, et déterminer donc si la marque, a acquis effectivement un caractère distinctif accru ou si elle est réputée ou si elle est notoire. Donc pour, démontrer ça, quel type de document, présentez-vous? Est-ce que vous traitez, vous, des marques notoires? Qu'est-ce que vous recevez comme document? Qu'est-ce que vous aimiez ou au moins, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme document pour, prouver une marque, la réputation d'une marque ou la notoriété d'une marque? Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples de documents qui seraient aptes à prouver, ce genre de prétention? Donc, pour en revenir aux preuves,
du caractère distinctif accru, de la réputation, de la notoriété. Donc pour prouver tous ces éléments, qu'on mentionne dans le slide que vous voyez, le genre de documents qu'on reçoit en général, des profils d'entreprise, des rapports annuels, des déclarations sous serment par exemple, du manager, du CEO de l'entreprise, des études de marché, des classements, interbrands, ce genre de choses, des reconnaissances, des récompenses, des awards, des articles de presse lorsqu'ils sont, nombreux ou quand ils parlent de la réputation de la marque ou de son succès, des déclarations de tiers sur le chiffre d'affaires ou la part de marché, notamment les tiers, ça peut être donc dans des articles de presse. Des factures, là, il faudra que ce soit des grosses factures ou qu'elles soient extrêmement nombreuses. Des bons de livraison, ça, c'est quand même des documents un peu moins intéressants. En tout cas, pour la réputation et le caractère distinctif accru. Pour l'usage, c'est très bien, mais ensuite, comme on l'a dit, les dépenses publicitaires et donc s'ils peuvent nous donner du matériel publicitaire et promotionnel, c'est bien aussi. S'ils ont des activités de sponsoring et merchandising également, puisqu'on sait que c'est quand même plutôt les grandes marques qui font ça. Et ensuite, des décisions antérieures de juridiction nationale, donc de l'office ou de la cour de justice ou alors des antécédents réussis en matière d'exécution au niveau, national. Donc même si on n'est pas lié par les décisions, antérieures, qu'elles soient de l'office, lui-même ou que ce soit des décisions nationales, on les prend en compte quand même. C'est quand même, intéressant de les prendre en compte, surtout si elles reconnaissent, la réputation de la marque antérieure.